Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au cœur des législatives aujourd'hui, c'est avec 7 partis politiques et regroupements d'indépendants tirés au sort sous l'égide du Conseil supérieur de la communication. Albert Nagreogo de la radio Omega est avec moi pour l'animation de ce débat. Bonsoir Albert. Bonsoir Peggy. Je m'en vais vous présenter les différents partis et regroupements d'indépendants du jour. Il s'agit de l'UNIRPS représenté par Alexandre Sankara, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Il s'agit de l'Union nationale des indépendants pour le changement, représenté par M. Hubert Sawadogo. Il s'agit également du CPR-MP, Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, représenté par M. Évariste Magloire Yogo, du RDBF, Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, par Mme Fatoumata Boussim, de l'ODP, Organisation pour la démocratie et le progrès, absent, du MPF, Mouvement panafricain du Faso, également absent, et de l'UMP, l'Union pour le mouvement du peuple, absent également. Merci à tous d'être sur ce plateau et durant l'heure qui nous est impartie, il s'agit de décliner la vision de votre formation politique sur les réformes institutionnelles et juridiques, l'impôt et le contrôle de l'action du gouvernement. Dans la plupart de vos discours, vous parlez de changement à vos électeurs. Quelle est pour vous la toute première réforme institutionnelle que vous travaillerez à faire adopter une fois élu à l'Assemblée nationale, M. Sankara? Bonsoir Peggy, bonsoir Albert. Au niveau de notre parti, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, la première chose à faire, c'est au niveau de la justice, où des réformes profondes doivent être faites, notamment la relecture de notre code pénal. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec les dossiers, certains dossiers, Obouf, Guiraud, notre code pénal visiblement n'est pas en conformité. Les peines qui sont prévues ne sont pas en conformité avec les délits. Donc nous comptons faire une relecture du code pénal pour adapter les peines aux délits commis. Il y a aussi une relecture du code pénal pour supprimer la prescription en ce qui concerne les crimes économiques. Vous savez qu'actuellement, la prescription est de 10 ans. C'est-à-dire, tu te débrouilles, tu détournes l'argent public. Si tu fais 10 ans sans qu'on te prenne, c'est fini, on ne peut plus te poursuivre. Nous trouvons que c'est complètement absurde. Et il y aurait une proposition de loi dans ce sens pour élire donc le code pénal pour supprimer la prescription. Bien sûr, il y a d'autres réformes au niveau de la justice que nous comptons faire, mais c'est vraiment les urgences comme ça, quoi. Et au niveau des institutions, est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles? Oui, je crois qu'au niveau du Conseil national de la transition du CNT, il y a beaucoup de réformes institutionnelles qui ont été déjà faites. Je crois qu'il faut déjà les expérimenter pour voir si sur le terrain, il y a des choses à revoir. Nous n'allons pas d'emblée comme ça nous jeter déjà dans des réformes qui ont été déjà entreprises, que ce soit au niveau de la Constitution, c'est fait, que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel, c'est fait. Il y a beaucoup de réformes institutionnelles que le Conseil national de la transition a déjà faites, donc nous n'allons pas, en tout cas, refaire la roue, quoi. Donc vous vous inscrivez dans cette... Nous inscrivons dans cette logique parce que nous avons dit dans notre programme que nous faisons les recommandations du collège, de la commission de réconciliation nationale. Nous allons mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans ces rapports-là. Voilà. En parlant de réforme institutionnelle, vous avez déjà cité des institutions. Le cas de la Cour des comptes revient régulièrement. Qu'est-ce que vous comptez proposer en ce qui concerne le fonctionnement, le bon fonctionnement de la Cour des comptes? Oui, il faut que, parce que la Cour des comptes, jusqu'à présent, c'est un organe, j'allais dire un peu consultatif, hein, parce que il faut que la Cour des comptes devienne un organe répressif, à mon avis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire le bilan, parce que c'est eux qui sont chargés d'auditer les comptes de l'État. Mais et après, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'étais à l'Assemblée en 2012. À chaque fois que la Cour des comptes vient pour la loi des règlements, la loi des règlements, ça veut dire que c'est la loi qui dit que le budget a été exécuté, ça a été exécuté bien ou mal. Si la Cour des comptes vient, chaque année, il y a des recommandations que la Cour des comptes fait, mais ces recommandations ne sont jamais suivies. Il faut qu'on passe au stade des recommandations pour aller à un stade supérieur. Et là, ça demande effectivement une réforme au niveau de la Cour des comptes, une relecture même du statut de la Cour des comptes pour lui donner un peu plus
de pouvoir, dans le sens de quitter son statut actuel de simple observateur, si vous voulez, de simple émetteur de recommandations, à un statut beaucoup plus élaboré. Et monsieur Sawadogo Hubert, donc de l'UNIC, est-ce que vous vous inscrivez dans cette même démarche-là? Oui, au niveau des institutions, je m'inscris dans cette démarche parce qu'effectivement, il faudrait qu'on passe du stade de simple constat au stade de la répression. Les contrevenants, bien sûr. Et justement, à votre niveau, au niveau de l'UNIC, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelles sont vos priorités en matière de réforme? Oui, au niveau de l'Assemblée nationale, nos priorités sont axées sur pas mal de points, notamment la lutte contre la fraude et la corruption. Et également, nous voulons voter des lois tendant à réduire le taux de chômage, la pauvreté dans notre pays. Et également, nous voulons réduire le train de vie même de l'État, à commencer par les émoluments même des députés. Parce que très souvent, on voit qu'il y a une sorte d'inéquation entre la vie des populations et leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il faudrait réduire ce train de vie, il faudrait réduire même les émoluments. Et nous voulons également qu'au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce qui est l'immunité parlementaire, par exemple, il faudrait revoir ça. Une immunité parlementaire pour tout le monde ou pour personne. Il ne faudrait pas que certains se cachent à l'Assemblée nationale et échappent à la justice. Donc cette question de l'immunité parlementaire, nous reverrons ça. Au niveau de la justice également, il faudrait renforcer les capacités à ce niveau. Il faudrait rapprocher la justice des justiciables. Parce que très souvent, on ne comprend pas certaines choses au niveau de la justice. Peut-être qu'il y a un problème de communication. Et effectivement, il ne faudrait plus, comme ce que nous avons dit dans notre projet de société, qu'un voleur de bœuf soit condamné à une peine inférieure à un voleur de poule. Vous voyez. Donc, il faudrait revoir à ce niveau également les textes. Et au niveau scolaire, il faudrait qu'on mette l'accent sur ce domaine-là, scolaire et estudiantin. Il faudrait que... Parce que je dis que la question scolaire et estudiantine, c'est des questions qui relèvent encore des textes au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. Oui, je pense qu'on ne se penche pas assez là-dessus. Vous voyez. Quelle loi, par exemple, vous allez proposer en ce qui concerne le domaine estudiantin? Au niveau du domaine estudiantin, il faudrait proposer des lois tendant même à réduire, vous voyez, le nombre de grèves et tendant également en tout cas à mieux résoudre les différents conflits nés dans ce milieu-là. Parce que par exemple, vous êtes partant pour faire une loi pour interdire le droit d'aller en grève? Non, pas le droit, mais les grèves perlées, là. Vous voyez, ça bloque tout le système scolaire, pas simplement au niveau de l'université, mais au niveau du secondaire. Vous voulez restreindre la liberté de manifester? Non, pas la liberté de manifester. Vous voyez, par exemple, qu'il y a des grèves souvent inexpliquées, le mois de décembre, compromettant même les différents programmes scolaires. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'écoute. Il faudrait peut-être approcher les parents d'élèves pour qu'il y ait une solution définitive à ce problème-là. Parce que les grèves doivent s'organiser dans un cadre bien déterminé et je pense qu'il faudrait revoir ce domaine-là. Donc ça veut dire le 13 décembre qui suscite beaucoup de grèves souvent dans le milieu scolaire, il faut avoir une loi qui réglemente cela, c'est ce que vous voulez dire? Oui, pas le 13 simplement, parce que les grèves commencent bien avant le 13. Hein. Oui, il y a le cas du 6 décembre. Mais oui, il faudrait peut-être écouter les élèves, il faudrait écouter les étudiants et trouver une solution définitive à ce problème-là. Et également, au niveau des personnes du 3e âge, je pense qu'il faudrait une
forte contribution de ces gens-là. Parce qu'actuellement, on voit qu'il y a l'indiscipline, il y a l'incivisme et tout ça. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas tellement de conseils. Vous voyez, il faudrait que les personnes du troisième âge puissent s'impliquer davantage. Parce qu'à moyen ou à long terme, c'est une véritable bombe pour la société burkinabé, l'incivisme. Okay. Oui. Madame Boussim, au niveau du RDBF, on imagine peut-être que votre première réforme sera pour protéger l'environnement ici au Burkina Faso ou tout autre? Oui, oui, pas parce que nous sommes des écologistes que la première réforme, ça concerne l'environnement tout naturellement. Et je voulais un peu revenir sur ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Surtout, je partage entièrement l'avis de M. Sankara sur le fait que les institutions sont là. Nous, au RDBF, nous avons confiance aux institutions qui existent. C'est des institutions qui sont nécessaires. Si elles ont été mises en place, c'est parce qu'elles ont leur rôle. Mais nous, on a constaté que ce qui manque à ces institutions-là, c'est les moyens nécessaires pour que ces institutions puissent mener à bien leur travail. En réalité, je prends le côté de la justice. Je dis qu'il y a la commission de réconciliation nationale et des réformes qui a fait un travail formidable, qui a essayé de faire ressortir les différents crimes. Et il revient vraiment aux élus de tout faire pour mettre en œuvre ce qui a été les recommandations qui sont sorties des travaux de cette commission-là et mettre à la disposition de la justice les moyens nécessaires afin que la justice puisse faire son travail. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire le personnel même de la justice. Le personnel de la justice doit pouvoir travailler dans des conditions vraiment lui permettant de mener à bien son travail. Donc, c'est-à-dire renforcer leurs capacités et améliorer aussi leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Je crois que de cette manière-là, donc vous allez revoir par exemple le salaire du personnel de justice? Oui, pourquoi pas si cela nécessite. Même les conditions dans lesquelles le personnel travaille, il faut bien revoir ça. Parce que quand vous allez à la justice et que vous voyez des juges, des magistrats dans un bureau à 5, très coincés, bon, je crois que ça aussi, il faut revoir ça. Même leurs conditions de vie, je crois que c'est des gens qui font un travail. Si on veut parler de réconciliation au Burkina Faso, ça passe d'abord par la justice, parce que c'est quand tout est résolu que, en fait, on peut réussir à réconcilier les filles et les fils du Burkina. Si cela n'est pas fait, alors que ceux qui sont chargés de le faire ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Donc, c'est ce qui amène la corruption. Je crois que quand vous ne vivez pas et quand vous ne travaillez pas dans les conditions normales, ou que vous êtes obligé de négocier ou de passer par des méthodes qui ne sont pas légales pour pouvoir joindre les deux bouts, automatiquement, vous êtes exposé à la corruption. Donc nous on dit quoi? Il faut mettre à la disposition de la justice les moyens nécessaires afin que la justice puisse bien faire son travail. Madame, c'est vrai qu'en la matière, il y a beaucoup de textes déjà qui ne font pas aussi l'unanimité. C'est quand on parle d'outrage à magistrat, on a vu des cas récents, plusieurs fois, des populations se plaignent pourquoi c'est les magistrats qui ont ces textes-là. Alors, en plus de ça, on nous parle qu'il y a des juges corrompus, mais on n'a jamais vu des juges limogés ou démissionnés. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Est-ce que vous allez recommander des lois en la matière? Parce que là aussi, on attend beaucoup du législateur burkinabé. Oui, effectivement. Pourquoi pas? Il faut effectivement des lois qui tendent à mettre sur les rails les juges qui ne font pas leur travail correctement. Même si je dis qu'il faut mettre à leur disposition les moyens, c'est-à-dire il faudra aussi que les juges, puisque celui qui est corrompu, on peut mettre à sa disposition les moyens, mais bon, comme il est habitué à la corruption, il peut toujours trouver qu'il n'est pas satisfait. Je crois que là aussi, il faut des mesures qui répriment vraiment les magistrats qui ne vont pas vraiment faire leur travail, même si, avec les moyens qu'on mettra à leur disposition. Je crois qu'il faut ça aussi pour réprimer les magistrats corrompus. Ça, il faut ça. Alors, M. Yogo, est-ce qu'au niveau de votre parti, c'est la justice, les réformes, les premières réformes, c'est au niveau de la justice ou il y a d'autres domaines qui seront abordés une fois que vous serez élu à l'Assemblée? Merci Peggy. Au niveau de la convergence patriotique pour la Renaissance, notre priorité sera le passage à la 5e République. Nous pensons au niveau de notre parti que le Burkina, durant 30 ans, a développé une certaine culture qu'il faut devoir tourner la page. Nous allons mettre en priorité le passage à une 5e République
qui va nous amener à voter des lois allant dans le sens de la remise en exergue de nos valeurs culturelles, nos valeurs d'éthique, et parce que c'est transversal, que ce soit au niveau de la justice, nous avons parlé de corruption, que ce soit au niveau économique, nous avons parlé de la bonne gouvernance également, tout repose sur l'absence de valeurs. Aujourd'hui, on a eu une classe politique, on a eu des dirigeants qui se sont comportés de manière à créer une fracture sociale. La réponse que les citoyens ont envoyée, c'est de développer aussi de l'incivisme. C'est d'avoir abandonné ce qui est juste, d'avoir abandonné ce qui fonde même l'intégrité du Burkinabé. Et le passage à cette 5e République va nous permettre, nous, de voter des lois allant dans le sens de donner plus de pouvoir à nos valeurs culturelles. Je donne un exemple. Nous avons une commission nationale d'éthique au Burkina dont on n'a jamais vu les conclusions, dont on n'a jamais vu appeler ni les dirigeants ni les citoyens à devoir se comporter de manière à ce que nous puissions gérer le bien commun pour le léguer aux générations à venir. Donc nous allons remettre cela en exergue parce que nous pensons que les valeurs de solidarité qui fondent d'ailleurs le vivre ensemble, les valeurs de partage, les valeurs d'honnêteté ont été ici abandonnées durant 30 ans. D'accord. Donc pour vous, c'est la Constitution, le passage à la 5e République. Quand on parle du passage à la 5e République, bien entendu, il y a des réformes qu'on doit faire en ce qui concerne le pouvoir exécutif, on va dire législatif et puis judiciaire également. Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre véritablement la différence entre exécutif et législatif ou judiciaire? D'abord, au niveau de l'exécutif, nous disons que nous allons réduire le train de vie de l'État en commençant par mettre en place un gouvernement paritaire de 16 membres. Je crois que c'est audacieux. Est-ce que vous allez mettre dans la Constitution que désormais le gouvernement ne doit pas dépasser 16 membres? Nous allons inviter à ce que l'on puisse faire en sorte qu'un gouvernement ne soit pas pléthorique. Ce serait écrit dans la Constitution. On peut faire en sorte de tracer dans notre Constitution ce qui est nécessaire et impérieux pour le fonctionnement d'un pouvoir exécutif. Mais on ne va pas donner des chiffres. Mais nous pensons que dans la Constitution déjà, on peut faire en sorte que le gouvernement soit dans l'obligation de se prêter assez régulièrement au contrôle de l'action parlementaire. Que le gouvernement ne s'inféode pas à la justice, que la séparation des pouvoirs soit effectivement consacrée et dans la Constitution et dans les faits. D'accord. Alors, on a tantôt parlé, et je pense que c'est monsieur de l'UNIC qui a tantôt évoqué la question de l'émolument des députés. Maître Sankara, vous avez été député à la dernière législature. Il y a aussi le fait que certains Burkinabés se plaignent du fait que les députés ne vivent pas les réalités une fois qu'ils sont élus. Qu'est-ce qu'un député Unir PS pour vous, en fait? Oui, avant de répondre, je voulais quand même dire à mon ami de l'UNIC qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la loi. Par exemple, voter une loi pour réduire les taux de chômage ou les trains, non. On ne peut pas, par une baguette, par un décret où il doit réduire les taux de chômage. Ça, c'est des politiques économiques qui permettent voilà, d'atteindre un certain taux, etc. Donc, je voulais qu'on recadre les débats. Donc ça, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Alors, pour en revenir à votre question, le député de l'UNIR a donné l'exemple déjà. Moi-même, sur votre plateau ici, je suis venu dénoncer les émoluments qu'on a octroyés aux députés du CNT. Je crois que la question, ce n'est pas seulement les députés qu'il faut l'appliquer, c'est à tous ceux qui ont en charge la gestion, enfin, tous ceux qui ont en charge la gestion du pouvoir d'État, que ce soit les députés, les ministres, le président du FASO, les directeurs des sociétés, etc., etc. Il faut, et ça rentre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État dont tout le monde en parle. Comment réduire le train de vie de l'État? Si on se contente seulement de réduire les salaires des députés, il n'y aura aucune incidence sur le train de vie de l'État. C'est toute l'architecture des dépenses qui concernent le fonctionnement de l'État qu'il faut revoir. Et ça, ce n'est pas seulement en termes de salaire. Il y a aussi en termes de dépenses d'électricité,
où les gens quittent les bureaux, ils laissent les ampoules allumées ou les climatiseurs allumés jusqu'au petit matin. Il y a les dépenses de voyage. Le président Thomas Sankara disait, mais que tu voyages en première classe ou en classe économique, vous allez arriver à la même heure et dans le même aéroport. Donc il y a toutes ces façons de faire là qu'il faut revoir. Et là, je crois qu'on n'a même pas besoin de loi. Non, il y a des règlements qu'on peut prendre, des décrets qui peuvent être pris. Voilà, il faut réorganiser l'administration de telle sorte qu'on ait une administration efficiente. Une administration efficiente, c'est quoi? Ça veut dire qu'on dépense peu et on produit beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais savoir, souvent on critique, on dit les premières dames ont des rangs protocolaires dans certaines cérémonies, alors que la Constitution ne dit rien exactement en ce qui concerne les premières dames. Est-ce que il y a des réformes qui sont prévues à l'UNIRPS pour ça? On n'a même pas besoin de réformes, puisque ça n'existe. Le statut de première dame n'existe nulle part dans notre ordonnancement judiciaire. Elle bénéficie souvent de certains... Ça, c'est illégal. Moi, j'étais à l'Assemblée en 2012, j'ai interpellé, je crois, le ministre chargé de la promotion des femmes. Je lui ai demandé, mais qui finance les fêtes de 8 mars ou de 1er janvier que Chantal organise pour recevoir les femmes du Burkina? C'est dans quel budget? Elle n'a aucun statut. Au Burkina, le statut de première dame n'existe pas. C'est une tradition anglo-saxonne. Même en France, ça n'existe pas. Mais ici, on en a fait de façon illégale. Bon, et tout ce que la première dame fait, enfin, entre griffes, parce que c'est une appellation même qu'on doit arrêter. Donc, on n'a même pas besoin de prendre des textes, puisque la loi ne prévoit pas un statut de première dame. Donc, elle n'est pas dans la liste civile du président. Le président a une liste civile qui dit, voilà ce que le président doit avoir en termes d'avantages. Voilà, l'eau, l'électricité, les réceptions, etc. Si elle veut, elle accompagne son mari lors des réceptions, point. Alors, une autre question, ça se susurre déjà dans certains milieux, qu'il est bon de créer un poste de vice-président. Est-ce que vous serez d'accord pour un poste de vice-président au Burkina Faso? Vous savez, je crois que le Burkina, ce n'est pas un problème de texte. Non. Nous avons les meilleurs textes, en tout cas dans la sous-région, voire de l'Afrique. Le problème, c'est l'application. Il faut qu'on commence d'abord par appliquer d'abord ce que nous avons, les textes que nous avons. Appliquons ça bien. On a dit on a un président du Faso qui nomme un premier ministre issu de la majorité. Mais ça n'a jamais été... Enfin, voilà, je me demande si, sous l'Ancien Régime, s'il y avait une majorité hors CDP, est-ce que ça allait se faire? Il faut d'abord commencer. Dans la Constitution, c'est ce qui est dit. En réalité, le président du Faso nomme un premier ministre issu de la majorité à l'Assemblée nationale. On a la question de vice-présidence ou pas. Bon, ça, ça dépend de la tradition d'où on s'inscrit. C'est une tradition encore anglo-saxonne, avec les Américains, les Anglais, etc. Nous pensons que c'est des postes en plus qui vont encore venir gréver le budget de l'État. D'accord. Voilà. Ok, Monsieur de l'UNIC, donc, Monsieur Sankara, nous allons évoluer par rapport, pas Monsieur Sankara. Tout à fait. Alors, selon vous, comment est-ce que un député unique devrait-il se comporter par rapport à ce que j'avais posé comme question à Monsieur Sankara, le député qui vit les réalités de ses électeurs, mais aussi, vous avez tantôt évoqué l'émolument pour vous, par exemple, combien le député unique devrait toucher à la fin du mois? Je dis qu'en fait, il faudrait que les députés, leurs émoluments soient conformes aux réalités de notre pays. Mais pour vous, combien devrait toucher un député burkinabé? Je crois qu'on peut se contenter des indemnités de session. Pourquoi pas? Vous voyez. Bon, je crois qu'il y a des experts quand même qui peuvent se pencher sur la question. Je voudrais surtout que nos futurs députés, par exemple, soient à l'image de leur peuple. Hein? Parce que très souvent, on ne comprend pas qu'un député, parfois qui part de rien, en moins de quelques années, soit parmi les grands richards du pays. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle je dis qu'il faudrait quand même qu'il y ait quand même une certaine adéquation. Oui. Je ne dis pas et tous, hein. Je ne dis pas et tous. Est-ce que le député, déjà, comme vous avez été député, est-ce que le député, par exemple, il est obligé de soutenir financièrement ses électeurs? Est-ce que c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il y a certains députés qui... Oui, ce n'est pas le rôle du député de financer les baptêmes, les funérailles ou de construire des écoles. Non, ça c'est le rôle... Enfin,
le rôle du député est connu. C'est voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Mais nous sommes en Afrique, particulièrement au Burkina, où quand tu es élu par une population, cette population pense que tu leur restes redevable. Et quand chacun a un baptême ou une ordonnance à honorer, la première personne auprès de qui on se présente, c'est le député. Bon, et moi j'ai dit, que tu sois député ou pas, si quelqu'un pense que tu peux l'aider, il vient vers toi, tu l'aides. Ça, c'est dans nos valeurs africaines. Moi, même en n'étant pas député, j'aide les gens à payer leurs ordonnances, à payer les scolarités, à faire ceci ou cela. Je suis devenu député, ça n'a pas changé. Je suis devenu député, ça n'a pas changé. Je continue à le faire. Mais je vais dire que on le fait à la limite des ressources qu'on a. Si le député est payé à 500 000, mais il va aider les gens à la limite de 500 000. S'il est payé à 2 millions, il va aider les gens à la limite de 2 millions. Mais il ne faut pas aussi faire croire aux populations que le député est riche. Un député ne peut pas être riche. Moi, j'ai été député. Je ne pense pas que mes conditions de vie aient changé. Non, au contraire, elles se sont peut-être dégradées parce que vraiment, les sollicitations deviennent plus nombreuses. Oui, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez sur l'arène beaucoup de gens qui se battent, c'est parce que dans leur tête, ils se disent que être député, là, c'est s'enrichir. Est-ce que c'est le message que vous véhiculez au niveau de l'UNIC? Peut-être c'est là. Bon, justement, il faudrait qu'on amène la population à comprendre que le rôle du député, c'est aller voter des lois en faveur de ces populations-là. Vous voyez, que de voir le domaine argent, on se bat, on se tue pour arriver à l'Assemblée, pour pouvoir s'enrichir ou, vous voyez. C'est ça que les gens ont dans la tête, en fait. Je voulais dire que ce comportement a été légué ou entretenu par l'ancien régime. Vous savez, quand les députés de l'ex-majorité, ils arrivent dans leur village, comme ils sont au courant avec le ministre de l'Éducation, par exemple, qu'il y a une école qui va être construite dans 2 mois, et ils partent dire que non, ils vont amener une école. Bon, effectivement, dans 2 mois, l'école vient. On pense que c'est le député qui a amené l'école. Nous, de l'opposition, nous n'avons pas ces opportunités-là. On dit qu'on ne fait rien. Et voilà. Or, le rôle du député, ce n'est pas de construire l'école. Le rôle du député, c'est de voter le budget pour donner au ministre de l'Éducation pour qu'il construise l'école. Et ensuite, aller voir sur le terrain si l'école a été construite ou non. Si elle n'a pas été construite, il interpelle le ministre, mais on vous a donné les ressources financières pour que vous construisiez l'école dans tel village. Pourquoi elle n'a pas été construite? C'est ça qu'il s'agit. On va demander à Mme Boussim si c'est justement cette éducation-là que vous inculquez peut-être aux électeurs sur le rôle du député, parce que c'est le rôle du député ici dont il est question. Est-ce que cette sensibilisation est faite au niveau de votre parti, le RDBF? Ok, merci Peggy. Je crois que le RDBF s'est donné pour mission la sensibilisation vraiment de l'électorat, parce qu'on a constaté que par le passé, le rôle du député n'était vraiment pas connu par l'électeur. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a des candidats qui partaient faire des promesses que eux-mêmes, là, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir. Puisque, effectivement, aller dire à des électeurs que je vais construire telle chose, je vais faire des infrastructures pour vous, des infrastructures sanitaires, routières. En fait, ce n'est pas ça le rôle. Je vais encore revenir à la définition du député pour que, en fait, on puisse comprendre que le RDBF veut mettre dans la tête des Burkinabés une nouvelle manière de voir les choses. Que le Burkinabé sache en réalité le candidat qu'il va voter, qui va le représenter, qui va le représenter à l'Assemblée, quel est son rôle réellement, afin que si ce député-là n'arrive pas vraiment à faire le travail du peuple, que le peuple puisse demander des comptes à ce député-là. En fait, le député, c'est la personne qui est élue par la population, par les électeurs, afin de pouvoir être le porte-parole de la population entre l'exécutif et puis le Parlement. Donc, c'est le rôle du député, c'est voter les lois, comme M. Sankara l'a dit, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Ce qui veut dire quoi? Que le député a l'obligation de demander des comptes au gouvernement. Parce qu'effectivement, c'est la voix du peuple qui passe à travers le député. Donc, le député n'est pas là pour construire. Il n'est pas là pour faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. Maintenant, individuellement, pour dire qu'on a rendu service à un tel ou à un autre, je crois que c'est personnel. C'est personnel. Si quelqu'un vous approche en tant que député pour solliciter votre soutien ou votre aide pour quoi que ce soit, si vous pouvez lui rendre le service, vous lui rendez le service. Mais c'est personnel, ça n'a rien à voir avec sa fonction. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, Madame Boussim, les Burkinabés ont un problème sérieux avec ce texte-là qui demande que certaines personnalités fassent la déclaration de leurs biens avant de rentrer dans le gouvernement,
ou en tout cas au niveau des mairies. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que ce n'est pas suivi du tout. On a vu les membres de la transition qui ont fait la déclaration de leurs biens avec un retard et qui, à la limite, n'est pas aussi suivi que ça. Qu'est-ce que vous allez proposer pour que cela soit une réalité concrète, pour que les Burkinabés puissent comprendre, pour éviter qu'on dise après qu'ils s'enrichissent parce qu'ils veulent être députés ou bien ils s'enrichissent parce qu'ils veulent être maire? Effectivement, notre candidat à l'élection présidentielle, dans son projet de société même, prévoit même, dès les premiers jours, s'il est élu le 29 novembre, de faire l'audit même, l'audit de l'État, l'audit de la nation, c'est à travers les États généraux, c'est-à-dire précéder même des États généraux provinciaux. Donc cela revient à interroger tout le monde sur les biens. Donc je crois qu'il faut prendre des mesures effectivement pour que les gens puissent le faire. C'est nécessaire parce que vous venez trouver un pouvoir. Il faudrait que vous sachiez l'état de lieu, il faudrait que vous sachiez qu'est-ce que vous venez trouver pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez faire. Normalement, déclarer les biens, ce n'est pas mauvais, je crois que ce n'est pas mauvais. Si on ne se reproche rien, on doit être à mesure de pouvoir déclarer ses biens. Puisque ça aussi, ça revient à contrôler choses comme on appelle la réglementation qu'on veut mettre là, c'est-à-dire contrôler l'action et choses comme on appelle, diminuer le train de vie de l'État. Effectivement, si vous faites votre déclaration de biens en tant que ministre, quand vous rentrez, voici ce que vous aviez. Et à un moment donné, quand on revient vers vous et que du coup, votre fortune a augmenté de façon exorbitante, il est normal qu'on vous soupçonne de quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour que cela soit une réalité une fois qu'on prend à la prise de fonction? Oui, moi je crois qu'il faut contraindre les gens à le faire. C'est voter une loi contraignante qui amène chaque ministre ou celui qui doit occuper un poste bien précis à déclarer d'abord ses biens. Ça doit être une condition même pour que la personne même puisse déjà occuper son poste. D'accord. Voilà. Alexandre Sankara avait réagi, mais on va passer la parole d'abord à M. Yogo et puis on revient à vous. On sait très bien qu'au niveau du CNT, il y a des travaux qui ont été faits également dans ce sens. Monsieur Yogo, comment faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez proposer pour que l'utilisation de ces textes-là soit véritablement bien faite? Déjà, je voudrais rebondir sur le député qui est vu comme quelqu'un de riche et autres. Je crois que c'est une image qu'il faut tout de suite déconstruire. On a entretenu cela sous l'Ancien Régime pour faire en sorte, justement, et que le trafic d'influence du député qui possédait de l'argent permette justement qu'il revienne régulièrement à l'Assemblée nationale et pour le compte, justement, du parti qui était au pouvoir. Je crois que le député, on l'a si bien dit, est même une croix de transmission entre... Oui, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. Oui. Je pense qu'on a compris cela. Voilà. Mais allez-y. Pour une nouvelle constitution, oui. On parle de corruption un peu partout, on parle de comportements inacceptables, le train de vie de l'État. Alors, si on doit mettre tout cela dans un panier, vous aujourd'hui, vous allez proposer des réformes des textes à ce niveau, parce qu'on sait bien que la déclaration est autorisée, c'est exigé par la loi, mais il y a des enveloppes qui restent encore sous pli fermées, confidentielles, on n'a pas accès. Finalement, on ne sait pas, il est rentré au gouvernement avec combien, il sort avec combien. Et c'est des suspicions à tout moment. Nous avons même dénoncé cela. Notre parti a dénoncé le fait que les dignitaires de la transition n'aient pas déclaré leurs biens dans tous les détails. Comment vous pouvez comprendre qu'un Premier ministre ne possède pas un compte en banque, officier de l'armée, officier supérieur de l'armée, ne possède pas un compte en banque. Malgré tout le travail formidable qui a été fait par la transition, que nous ne dénions pas, la transition a été installée là par le peuple. Et si on dit que les dignitaires de la transition doivent déclarer leurs biens, ils doivent le faire, sinon ils doivent quitter. D'accord, mais vous, comme nous, à notre niveau, nous serons très clairs. Nous allons voter une loi qui va contraindre toute autorité publique à déclarer ses biens, sous peut-être au bout d'un mois. Sinon, il faut qu'il cède son poste. C'est tout à fait ça. Alexandre Sankara, est-ce que c'est une mauvaise utilisation des textes ou ce sont des limites aussi des textes? Non, je crois qu'on n'a plus besoin de voter une loi. La loi existe déjà, qui contraint un certain nombre de personnes à déclarer leurs biens. Maintenant, il faut simplement l'appliquer. Et qui doit l'appliquer? C'est le Conseil constitutionnel, puisqu'on dit les intéressés là déclarent auprès du Conseil constitutionnel et à charge au Conseil constitutionnel de publier. C'est tellement clair.
Est-ce que les textes n'ont pas des limites aujourd'hui? Parce qu'on a vu le temps que les autorités de la transition ont mis. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. On sait également qu'il y a des dossiers aujourd'hui, des gens qui déclarent leurs biens, mais les textes également font que c'est confidentiel par moment, on ne peut pas voir. Non, ce n'est pas confidentiel. La loi dit, moi je déclare, en tant que député, je déclare mes biens auprès du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, à charge du Conseil constitutionnel de les publier. Voilà. Donc c'est le Conseil constitutionnel aujourd'hui qui est comptable. Voilà, je ne suis pas obligé de publier ce que moi j'ai fait, mais le Conseil constitutionnel a l'obligation de le publier. C'est ce qui est écrit. Maintenant, si le Conseil constitutionnel ne le fait pas, ce n'est plus un problème de loi. Il faut maintenant, puisque quand on vote une loi là, il y a des structures ou des personnes qui sont chargées d'appliquer cette loi. Il faut aller voir à ce niveau pourquoi elle n'est pas appliquée. Maintenant, si on trouve les goulots d'étranglement, on les lève. Sinon, la loi est tellement claire, elle a été même... Est-ce que vous êtes pour ce qui se passe actuellement? Le fait qu'on met le temps de publier ou on ne publie même pas? Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question d'être oui ou non, c'est une question qu'on applique les textes. Moi, mon problème, c'est à ce niveau. La loi a été votée. Très claire. Si vous la lisez, elle est très claire. Il dit, on donne même des délais. Les ministres, les membres du gouvernement, les députés, ils sont descendus même très loin, les directeurs, etc. Vous devrez déclarer vos biens à votre prise de fonction. Et charge au Conseil constitutionnel de publier. Vous devrez ensuite, à votre sortie, déclarer vos biens pour qu'on fasse le bilan. Pour voir s'il y a eu augmentation, il faut justifier. S'il y a eu baisse, bon, il faut justifier. Mais tout ça, il y a une structure qui doit le faire. Il ne faut pas demander aux députés ou aux ministres de faire. Lui, il déclare. Il y a une structure qui doit publier. Ensuite, à la fin de la mission, la structure encore revient vers toi pour dire, bon, tu as déclaré une moto à l'entrée, tu sors avec un avion, il faut justifier. Tout ça, la loi existe, elle est là. Donc, c'est maintenant voir ceux qui sont chargés d'appliquer la loi là. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée en entièreté ou de façon diligente. Et c'est ça, ce n'est plus une question de loi, mais c'est une question voilà, il faut seulement que le ministère en charge de cette question-là interpelle le Conseil constitutionnel. Ça, c'est des simples lettres de rappel ou des décrets qu'il faut prendre. On n'a plus besoin de voter des lois dans ce sens. C'est ce que je voulais juste rectifier. Non, en fait, la question, c'était comment remédier à ça pour que ce soit une réalité. Les textes existent bel et bien. Vous l'avez encore adopté au CNP et vous avez élargi. Je sais que des journalistes même sont concernés. Voilà. Mais comment faire que le Burkinabé aujourd'hui puisse avoir accès à ces données-là une fois élu? Est-ce qu'aujourd'hui il faut travailler à rendre ça encore les textes plus durs, plus rigides? Peut-être qu'il faut travailler, mais je pense qu'elles sont déjà rigides. Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, la loi dit que tu déclares au Conseil constitutionnel. Et la loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui doit publier. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est voir si le Conseil constitutionnel ne publie pas, quelle est l'autorité supérieure au Conseil constitutionnel pour interpeller le Conseil constitutionnel. Vous voyez, par exemple, à la télé, ici, si on dit que voilà, Peggy doit faire ça, si Peggy ne fait pas, c'est son chef de rédaction qui doit l'interpeller. Et si le chef de rédaction ne fait pas, c'est la directrice de la télé, ainsi jusqu'au ministre. Donc, c'est juste la chaîne-là qu'il faut revoir, situer les responsabilités, qui doit interpeller le Conseil constitutionnel une fois qu'il reçoit les dossiers, si le Conseil constitutionnel ne les publie pas. Ça, puisqu'on dit que le Conseil constitutionnel est indépendant, autonome, je ne pense pas que le ministre de la Justice puisse interpeller le Conseil constitutionnel. Donc, les problèmes se trouvent au niveau du Conseil constitutionnel. Là-bas aussi, la loi dit qu'ils doivent publier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre là encore? Moi, je ne sais pas. Très bien. Je crois qu'il y a une certaine culture dont il va devoir se départir. C'est pourquoi nous, au niveau de notre parti, nous prenons vraiment une renaissance totale du Burkina Faso. Je crois qu'il faut reconnaître, comme l'a dit le député Alexandre, que les textes de loi ne sont pas mauvais. Ils sont insuffisamment appliqués. C'est tout. C'est beaucoup de domaines. Combien d'institutions avons-nous de lutte contre la corruption? Combien on a vraiment de beaux textes mais qui ne sont pas appliqués? Il va devoir donc voir dans quelle mesure il faut rendre les lois plus draconiennes. Surtout pour les personnes appelées à servir la nation. C'est un impératif. Servir la nation, c'est être un modèle, un exemple, un éducateur pour la jeunesse. Mais on ne peut pas venir vouloir servir la nation et cacher un pan de son histoire personnelle. À ce moment, c'est déjà un début d'absence d'éthique. Il manque beaucoup de morale dans l'application. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais donner un exemple par rapport à cette loi-là. Parce que moi, je suis au CNT. Quand on a dit que les députés, puisqu'avant les députés n'étaient pas concernés, on a lu les textes, on a dit que les députés doivent déclarer leurs biens. Moi, je me suis présenté spontanément au Conseil constitutionnel. J'ai dit, je suis venu pour faire déclaration de biens. Moi, j'avais fait ça moi-même.
sur mon ordinateur, on me dit non, qu'il y a des formulaires à remplir. J'ai dit, mais donnez-moi les formulaires. On dit non, qu'on a envoyé au CNT, il faut les tourner là-bas. Je repars au CNT, je vois les responsables disent oui, bon, les fiches là sont venus, c'est fini. Je repars au conseil constitutionnel, mais vous voyez, on m'a tourné comme ça jusqu'à ce que je gagne la fiche. Et après, on ne peut pas dire que c'est moi qui suis en retard. Ping-pong entre le conseil constitutionnel et le CNT. Finalement, j'ai eu la fiche, j'ai rempli, je suis venu déposer. Là encore, je dépose, on ne me donne aucun papier pour que demain je puisse justifier que j'ai déposé. Puis c'est plus fermé comme ils disent. La dame me dit non, elle ne peut pas ouvrir pour savoir ce qu'il y a. J'ai dit d'accord, mais demain là, qu'est-ce que moi j'ai comme preuve que j'ai déposé? Donnez-moi au moins un récépissé, je ne sais pas quoi. Tout ça, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est des insuffisances qu'on n'a pas besoin de loi. C'est juste des insuffisances organisationnelles qu'il faut régler. D'accord. Voilà, Oui, monsieur. ce que je voulais dire. On revient à la même question. J'ai évoqué le problème de nos dirigeants, l'Assemblée. Il faudrait que l'Assemblée, les parlementaires là, soient exemplaires. Ce n'est pas simplement au niveau des émoluments, au niveau du comportement. Il faudrait qu'on durcisse la loi contre ceux qui pillent le peuple. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne peut pas parcourir, par exemple, Ouagadougou, aller dans les centres de santé, là. Vous allez voir des bâtiments où l'eau coule dans les salles. Tout est délabré dans ce milieu-là. Je ne peux pas comprendre que certains qui se disent parlementaires puissent voter les lois, puissent vivre de telle sorte à ce qu'il y ait quand même une idéquation entre le peuple et Donc, et vous ses pensez que dirigeants. les parlementaires ne vont pas assez sur le terrain? Ils ne vont pas assez sur le terrain et en plus de cela, ils n'écoutent pas tellement le peuple. Il suffit de faire un tour un peu partout. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Mais là, c'est simple, il suffit que le peuple les sanctionne. S'il n'est pas à l'écoute, Voilà, mais c'est il sera pourquoi pas il faudrait réélu, durcir la il ne loi. sera pas réélu prochainement. Il faudrait rappeler Alors, à tout un chacun, en fait, son rôle. D'accord. Fatoumata Boussine, on sait qu'il y a une loi qui a été adoptée par rapport à l'utilisation des sachets plastiques. Oui. Alors, vous aujourd'hui, vous êtes Du pour la RDVF. protection de l'environnement surtout, tous les Burkinabés également font leur préoccupation, la protection de l'environnement, mais c'est encore un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Effectivement, cette loi, je crois que c'est une loi qui a été beaucoup appréciée des écologistes parce que nous savons un peu l'impact des sachets plastiques sur notre environnement, surtout la terre. En fait, les sachets plastiques empêchent la terre, empêchent vraiment l'eau de pénétrer dans le sol. Et aussi, sans oublier que les animaux qui broutent de l'herbe, mais où il y a des sachets plastiques, tout de suite, quand ces animaux consomment le sachet plastique, ça crée à ces animaux des maladies. Donc, effectivement, interdire les sachets plastiques, vraiment, c'est une très bonne chose pour les écologistes. Mais nous disons qu'en même temps, l'interdiction du sachet plastique ou l'utilisation même du sachet plastique peut être vue sur un autre angle. C'est-à-dire, on peut utiliser le sachet plastique, mais savoir en fait ce qu'on fait de ces sachets plastiques-là. Par exemple, même simplement le recyclage des déchets plastiques peut créer de l'emploi. Nous, on appelle ça des emplois verts. Ce sont des emplois qui sont générés dans le domaine de l'environnement. Et ces emplois, ces sachets-là peuvent être recyclés, utilisés pour faire des panneaux, ça peut être utilisé pour faire des mèches même, ça peut être utilisé pour faire des seaux, ça peut être utilisé même pour faire des choses, comme on appelle, du matériel pour les élèves, c'est-à-dire les règles, les équerres, etc. Donc, ce n'est pas en réalité l'utilisation même du plastique en tant que tel qui est mauvais, mais c'est ce qu'on en fait après l'utilisation. Oui, mais la loi existe. Mais malgré tout, on utilise encore les sachets plastiques. Oui, c'est ce qu'on a dit, puisque effectivement les lois existent, mais c'est l'application en réalité qui n'est pas correcte. Nous, on croit que quoi? Il faut vraiment veiller à ce que la loi soit appliquée, effectivement. Madame Boussim, il y a aussi le fait que, je me rappelle que le ministère de l'Environnement avait lancé une vaste campagne de rachat de ces sachets plastiques-là qui ont été interposés pendant de plusieurs années dans certains quartiers de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Je sais que nous avons eu à faire des reportages là-dessus. Une fois que vous serez aux affaires, justement, comment est-ce que vous allez renforcer cette initiative-là qui peine, puisque le ministère, entre-temps, a parlé d'insuffisance financière pour racheter ces déchets plastiques-là pour ensuite les recycler? Est-ce que vous avez des lois, par exemple, tendant justement à renforcer ce recyclage-là de ces déchets plastiques? Effectivement, on parle de recyclage.
le recyclage nécessite quand même qu'il y ait des unités de retraitement. Puisque s'il n'y a pas d'unité de retraitement, on va racheter à la population, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si nous, en tout cas, nous, on propose qu'on mette sur place des unités de retraitement de ces sachets plastiques-là, afin de pouvoir encourager les gens, effectivement, à le faire. Puisqu'on a constaté quoi? Après cette mesure-là, partout où on passe, quand vous prenez la route pour voyager, pour aller dans un petit village, vous voyez un peu partout, on a mis des tas de sachets plastiques. Mais au finish, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Nous, on croit que vraiment, il faut une loi qui tente vraiment et à créer encore beaucoup plus d'unités pour qu'on puisse, sur place, et retraiter ces sachets plastiques-là. Oui, non, une fois de plus, moi je pense que, comme la loi a été votée, c'est son application qui a des insuffisances. Donc ce n'est pas une question de nouvelle loi encore. Mais justement, voilà une loi qui est facile. Justement, si on adopte des lois chaque fois, mais les applications comportent des insuffisances, voilà une loi qui est facile à appliquer. Il faut revoir la manière dont nos députés adoptent les lois. Est-ce qu'il faut ajouter de la répression? Est-ce qu'il faut faire de telle sorte qu'il y ait des contraventions et il faut payer régulièrement? Tout ça, c'est prévu. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à appliquer? Qu'est-ce que les députés peuvent faire en retour? Là, ce n'est plus un travail des députés, c'est un travail de l'exécutif. Je prends un exemple par rapport à cette loi que moi j'ai participé à voter en 2000, dans la législature passée. Mais est-ce qu'on sait oui ou non quels sont ceux qui importent les sachets plastiques qui passent à la douane pour arriver dans les boutiques? On les connaît. Est-ce que c'est difficile d'interdire? On dit qu'on interdit. Mais le commerçant qui part, je ne sais où, il amène les sachets plastiques. Il passe par une frontière, il passe par la douane. Il suffit seulement qu'on arrête et on récupère le produit là-bas. C'est tellement simple d'appliquer. Donc, est-ce qu'on a besoin encore d'une loi pour dire au douanier qu'il doit saisir ce produit-là, puisque lui-même, c'est son travail? Est-ce que, vous voyez, si c'est fabriqué localement, on connaît l'unité qui fabrique. Il suffit d'aller dire à cette unité, tu fermes ou bien tu produis autre chose. Voilà, c'est tellement simple. Donc, si on ne le fait pas, tous les problèmes du Burkina, c'est l'application des textes. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Et comme l'une de vos prérogatives, justement, est de contrôler l'action gouvernementale, comment est-ce que vous, par exemple, vous interpellez le gouvernement? Oui, là, on peut interpeller, par exemple, dans cette loi-là. Est-ce qu'il y a eu justement des interpellations? Le ministre de l'Environnement, si je suis toujours à l'Assemblée, mais je l'interpelle pour lui dire, mais écoutez, tu as amené un projet de loi que moi j'ai voté pour interdire l'importation et c'est même écrit, importation et commercialisation des sachets plastiques. Mais vous avez le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça que j'ai dit. Voilà pourquoi j'explique. Si je suis député, je l'interpelle pour qu'il me dise pourquoi il n'arrive pas à interdire l'importation, parce que ça commence par l'importation, avant qu'on arrive à la commercialisation. Moi, il me dira. Je me vertis à vous expliquer que la non-application des lois a été une culture qui s'est développée sous les régimes passés. Mais comment voulez-vous qu'on interne des députés pour les amener à voter la révision de la Constitution, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette liberté eux-mêmes comme ça, de voter pour qu'on applique réellement la loi. Ils votent les lois, on l'applique au cas par cas, parce que ça a arrangé les régimes passés. Mais vous, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez faire justement avec votre pouvoir, votre prérogative d'interpellation? Que le peuple burkinabé nous donne la majorité à l'Assemblée nationale et en 72 heures, nous ne sommes sûrs que plus aucun délinquant, en termes d'autorité publique, ne posera un acte. Mais donnez-nous un peu, dévoilez-nous un peu peut-être le premier jour, qu'est-ce que vous ferez pour cela? Le premier jour que nous allons faire, ce que nous allons faire dès notre prise de pouvoir à l'Assemblée, si nous sommes majoritaires, c'est de faire en sorte que toutes les lois, là, justement, soient connues des responsables politiques. Les dignitaires eux-mêmes, qui prêtent souvent serment et qui n'appliquent pas, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. La loi doit s'appliquer. Elle ne s'applique pas en tenant compte de la personne qu'on a en face. La loi est impersonnelle. Et c'est une question, on ne l'applique pas parce que nous avions un exécutif qui était inféodé au législatif, lui-même inféodé au judiciaire, inféodé à l'économique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas. Nous avons reculé. Et nous avons donc développé ce réflexe-là qui amène nos concitoyens à penser que pour être, quand on est juste, quand on est honnête, c'est ça le mal. Non. Non, il faut rééduquer notre peuple. Il y a des mouvements d'éducation populaire. Il faut rééduquer notre peuple.
Il faut savoir exploiter sa bonne volonté, son amour du travail. On a un peuple plein d'énergie, plein d'engagement, mais qu'on a relégué aux oubliettes pendant longtemps. Alors, Hubert Sawadogo, vous qui êtes de l'UNIC, à écouter Maître Benouenis et Maître Alexandre Sankara, pardon, même si vous êtes ensemble de l'UNIC, à écouter l'honorable Alexandre Sankara. Aujourd'hui, les textes sont existent suffisamment, mais on a l'impression qu'au Burkina Faso, il y a une défaillance un peu partout, à tous les niveaux. Alors, pour vous, aujourd'hui, quand on parle des réformes, il faut réformer la Constitution et revoir comment également adopter ces textes pour que leur application soit rigide. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les réformes que vous allez proposer? Parce que s'il faut réformer pour ne pas appliquer, c'est inutile. Il y a un jeu de ping-pong entre l'exécutif et le législatif. Il faudrait peut-être que les gens changent même de mentalité. Il faut qu'ils changent. Parce qu'on a beau voter des lois, mais si ceux qui sont chargés de l'appliquer ne le font pas, c'est inutile. Vous voyez. Donc la répression, comme je l'ai dit, doit être encore plus sévère. Hein? Et il faut amener ceux qui n'appliquent pas la loi là. Il faut les enlever de leur poste. Et par rapport au contrôle de l'action gouvernementale, au niveau de l'UNIC, quel est ce contrôle-là que vous allez exercer une fois que vous serez aux affaires, bien sûr? Bon, je pense qu'il y a des structures adaptées en la matière. Il suffit de leur donner les moyens, que ce soit les moyens matériels, il suffit de les appuyer pour que ça soit une réalité. D'accord. Oui. Très bien. Oui. Bon. Madame Boussim, oui, moi je suggérerais plutôt que, en fait, qu'on mette chacun face à ses responsabilités. Parce qu'effectivement, un député, son rôle, c'est vrai, c'est de voter les lois. Mais que le député aussi ne perde pas de vue qu'il a aussi, que dans ses fonctions aussi, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. C'est-à-dire s'il faut réformer pour les autres et puis ne pas prévoir quelque chose pour soi, mais moi je dis non, c'est pas normal. Puisque à ce niveau-là aussi, il faudrait que les députés aussi essaient de voir. Puisqu'il ne faut pas seulement voir l'autre, mais il faut se regarder aussi dans un miroir. Est-ce que le député, en réalité, vote les lois pour faire l'intérêt général, ou bien c'est en tenant compte d'une certaine catégorie de personnes pour voter la loi? Ça ne doit pas être ça. Comme monsieur l'a dit, la loi elle est impersonnelle, elle a une portée générale. Quand elle est prise, elle s'applique à tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Le député lui-même doit même se regarder dans un miroir et voir ce à quoi il est destiné, sincèrement. Puisqu'il a l'obligation de demander au gouvernement est-ce que ça l'a fait, ça l'a fait. Puisqu'effectivement, c'est lui qui a donné la possibilité et c'est lui qui met à la disposition de l'exécutif les moyens pour que, puisque quand il vote le budget, qu'il dit voilà, tel ministre, voilà le budget qu'il te faut pour réaliser telle chose, automatiquement, le député doit comprendre que quand ce n'est pas fait, il doit interpeller ce ministre-là. Donc je crois que les députés aussi doivent pouvoir en la matière aussi faire quelque chose. Mais c'est quoi? C'est effectivement la majorité. À l'Assemblée, il y avait une majorité qui se dégageait pour un camp bien précis. Quand il y a une majorité, c'est toujours comme ça. Parce que quand les lois sont votées, effectivement, on peut les mettre aux oubliettes. Or, les lois ne sont pas votées pour ça, elles sont votées pour être appliquées. La preuve en est que quand une loi est prise, un décret d'application doit l'accompagner. Et ça doit être suivi, effectivement. Donc vraiment, nous, on croit que tout le monde doit être face à ses responsabilités. Alexandre Sankara, on a l'impression qu'à part le contrôle de l'action gouvernementale, consentir l'impôt, est-ce que au Burkina, le député aujourd'hui a besoin de voter encore une loi? Parce que quand on vous écoute, les lois, les textes existent, mais c'est la complaisance dans l'application. Voilà. Au Burkina, effectivement, on a beaucoup de textes. On a adopté de nombreux textes dans tous les domaines et beaucoup de réformes. Donc, si on fait le point maintenant, c'est plus maintenant une question d'application. Et l'application, c'est qui? C'est les hommes. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi l'UNIPS, si c'est un gouvernement de l'UNIPS qui est au pouvoir, avec une majorité à l'Assemblée nationale, vous pensez qu'une loi comme l'interdiction d'importation des sachets plastiques ne va pas être appliquée? C'est une question de principe. Moi-même qui suis là, le ministre de l'enseignement de l'époque est venu à l'Assemblée dire qu'à un rayon de 70 km, il n'y a plus d'école sous Payotte. Moi qui ai voté la loi pour lui donner l'argent pour qu'il fasse ça, moi je me suis levé, je suis allé avec la télévision à Tangé à côté, à moins de 5 km de son bureau, trouver une école sous Payotte. Je suis allé voir le maire
Ensuite, je suis allé voir elle-même ministre pour dire, mais non, il y a une école supérieure, pas à 110 km, mais à Ouagadougou. Ils ont censuré ça. Il a fallu que le régime tombe pour qu'une télévision privée passe ça en boucle pendant près de 2 semaines. C'est ça le travail du député. Et aujourd'hui, l'école a été régularisée. Vous voyez? Mais ça, est-ce que... On a voté la loi, on a dit, bon, voilà, il faut construire des écoles. Est-ce qu'il y avait que la télévision publique seulement pour vous accompagner? Non, c'est une télévision privée même qui m'a... La télévision publique même n'est pas allée. C'est une télévision privée qui m'a accompagné. Peut-être que vous ne l'avez pas contacté. Bon, peut-être. Voilà. Oui, on va terminer rapidement, monsieur Yogo, oui, parce qu'il nous reste que 5 minutes. Alors, par rapport justement à cette question de l'action gouvernementale, de façon pragmatique, de façon claire, qu'est-ce que vous, au niveau de votre parti, le CPR-MP, vous allez faire justement pour contrôler l'action gouvernementale, même si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale? Déjà, il faut se réjouir d'une chose, c'est que depuis l'insurrection populaire, le peuple burkinabé a démontré qu'il sait faire la veille citoyenne. Déjà, on a un peuple aujourd'hui qui lui-même ne choisira pas n'importe quel député à l'Assemblée nationale. C'est une très première bonne étape. Et que nous osons croire que les députés, justement, que le peuple va se donner, seront des députés qui, à leur tour, sauront pourquoi ils sont là. Et le contrôle de l'action gouvernementale, comme on l'a dit, hein, je félicite le CNT qui a réussi déjà par les enquêtes parlementaires à prouver que nous avons un certain nombre de personnes qui ont pris des prêts au niveau de l'État, hein, soit pour des constructions de villas, soit pour l'achat de véhicules, dont notamment les députés, et que jusque-là, ce n'est pas remboursé. Et une batterie de mesures est en train d'être mise en place, justement, pour interpeller ces gens. Donc je pense qu'on a fait une avancée. Hein. Est-ce que vous serez pour qu'on interdise qu'il n'existe plus ces facilités-là pour les députés, de prendre des prêts, acheter des véhicules 4x4? Il faut encadrer cela. Je pense que le député aussi, c'est un homme public. Il peut avoir des avantages d'avoir des prêts au niveau du trésor public, que le remboursement également soit contraignant. Dans ce cas de figure, c'est parce que la législature a peut-être pris fin avant terme que certains n'ont pas encore remboursé. Mais pour ceux qui détiennent des prêts depuis 2 mandats, ce n'est pas excusable. Donc il faut encadrer ça. Très rapidement, 1 minute chacun sur la question, oui. Bon, très rapidement, dans notre projet de société, nous avons dit qu'il fallait encourager la participation des femmes également dans toutes les activités de développement. Bon, et se pencher également sur l'agriculture qui est un secteur prioritaire et promouvoir la démocratie et l'alternance, pas simplement au niveau de la tête de l'État, même au sein même des partis politiques. Il faut que ça change un peu partout. Il faut cette alternance-là. Donc voilà à peu près quelques éléments. Oui, Madame Boussine. Oui, bon, si la question des facilités que les députés ont, moi je dirais plutôt, comme monsieur l'a dit, il faut vraiment encadrer ça aussi parce qu'il y a des normes. Vous savez, quand quelqu'un va prendre un prêt, en fonction du salaire de la personne, il y a un plafond quand même qu'on pourrait lui imposer. Moi, je crois que c'est ce qui fait. Puisque si vous savez que les émoluments du député, c'est ça, et qu'en fonction de ça, le prêt que vous lui donnez sera à mesure de payer au bout de tel temps, je crois que vous pouvez lui donner. Mais lui donner jusqu'à dépasser peut-être qu'au bout de son mandat, il ne puisse pas payer. Je crois que c'est ce qui amène des histoires comme ça. Je crois que ça aussi, c'est des choses qu'il faille interdire aussi. Alors, c'est dommage, on n'a plus le temps de poser la question à Alexandre Sankara. On n'a plus le temps parce qu'on est arrivé au terme de l'heure qui nous était impartie pour cette émission. Alors qu'il est bien placé pour dire quelque chose. Voilà, justement. Non, on ne donne pas au-delà du salaire du député, non. Même qu'avant, il n'y avait pas d'intérêt. Mais par exemple, sous notre législature, en 2012, on a appliqué un intérêt de 4 ou 5%. Et le prêt, tu le prends, tu dois le payer sur les 5 ans, normalement. Bon, comme il a dit Yogo, ce n'est pas excusable que si tu finis ton mandat, les 5 ans, que tu n'aies pas fini de payer. Mais par exemple, pour nous, le mandat a été écourté, 1 année et demie, bon, mais les gens sont en train de s'organiser en tout cas pour payer. Parce qu'une dette, c'est une dette. Il faut, moi j'ai dit ça, il faut la payer. Bon, maintenant, je voulais terminer par les réformes là. Je crois qu'il y a des réformes qui n'ont pas été faites, notamment les réformes économiques. Ça, c'est un problème. Et comme moi je l'ai dit chaque fois, le régime passé était assis sur 3 pieds. Le politique, avec le CDP et ses alliés, le militaire et les RSP, on a fait des réformes dans ce sens. Mais le 3e pilier qui était économique, rien n'a été touché. Et le président Kafando lui-même l'a reconnu lorsqu'il est venu faire son adresse au CNT. Et la deuxième urgence que nous allons faire, c'est toucher les réformes économiques parce qu'il y a tellement de choses qui se passent
dans ces domaines-là qu'il faut revoir. Merci à vous, M. Sankara. Merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Donc, nous arrivons au terme de l'heure qui nous était impartie pour l'émission, qui, je le rappelle, est parrainée par le Conseil supérieur de la communication. C'est également pour Albert et moi la fin de 4 émissions animées en binôme tout au long de cette campagne électorale qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Tu nous avais annoncé 3 points. Message à toute la diaspora burkinabé de par le monde. Même si toi tu n'as rien, n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un au-dessous de toi. Même si tu n'es pas beau, dis bien toi qu'un jour tu seras le plus beau. Tout le monde n'a qu'à se lever. Oh Jessica, son balangay, tu veux que je m'en aille. Marchons-nous bien, laisse tomber là, laisse tomber ce système et qu'on s'en aille. Yeah,